Cinquième élément n'était pas qu'un SF. C'était le chaos cousu dans la couture, un rêve fiévreux où taxis volants s'écrasaient sur des salles d'opéra et des méchants râlaient dans des casques plastiques. Derrière le néon, la prod éclatait par des combats sur costumes, des décors s'effondraient et un scénario qui se noyait dans son ambition. Des acteurs se sont évanouis dans des costumes d'extraterrestres, des rôles emblématiques auraient presque été attribués à des visages complètement différents. Et le réalisateur lui-même a réécrit non seulement l'histoire, mais sa propre vie. Aujourd'hui, 22 curiosités étranges sur le cinquième élément. Certains feront rire, d'autres pourraient choquer, et un secret final changera totalement votre regard sur le film. Entrons le multipass et commençons. Puis, l'évasion d'un adolescent devient un film. Luc Besson n'a pas commencé ce voyage en tant que cinéaste. Il a commencé comme un adolescent français vraiment seul, dans un village loin de l'art et du cinéma. À 16 ans, il a commencé à écrire Le cinquième élément, non comme un scénario, mais comme une échappatoire privée. Du silence qui l'entourait, il remplissait des carnets de civilisations extraterrestres, de langues secrètes et de personnages qui semblaient être des amis quand la vie réelle survenait. 2 décennies plus tard, ces esquisses devinrent l'un des films de science-fiction les plus coûteux jamais réalisés. Ce que les spectateurs ignoraient, c'était qu'au-dessous du chaos néon des voitures de naves volantes et des maisons d'opéra qui explosaient, se cachait quelque chose. C'était encore la voix d'un garçon solitaire qui s'écrivait pour sortir de l'isolement. C'est pourquoi le cinquième élément ne semble pas issu d'un travail de comité. Cela est intime, bref et étrange, car il a commencé comme la bouée de sauvetage d'un ado et non comme un mandat du studio. Deuxièmement, le script faisait 400 pages alors que la plupart des scénarios font vers 110 pages. Le brouillon originel de Besson dépassait les 400 pages. Ce n'était pas un film, c'était une trilogie. 3 volumes, politique, mythologie et histoire extraterrestre. Il créa des espèces élaborées, avec des langues et des religions complètes, pour des accessoires peu visibles. Des conseils galactiques, des empires en guerre et histoires d'amour qui n'ont jamais survécu au montage. Lorsque le studio français l'a lu, ils ont hésité. Trop étrange, trop risqué, trop coûteux. Alors Besson l'a tout ramené à une seule histoire plus épurée. Ce que nous avons vu en 1997 n'était que la tranche du milieu d'un univers tentaculaire qui vit encore dans ses carnets. C'est pourquoi le film paraît à la fois trop grand et trop petit, car nous ne voyons que des fragments d'une galaxie censée s'étendre bien au-delà de 2 heures. 3. Mel Gibson avait presque piloté le taxi avant que Bruce Willis signe pour le rôle de Corban Dallas. Le studio avait l'œil sur Mel Gibson. Sortant de Braveheart, Gibson était une royauté hollywoodienne, vraiment capable d'attirer des recettes massives au box-office sur le papier. Il était parfait, robuste, héroïque et rentable, mais Luc Besson hésitait. L'énergie de Gibson était lourde et tourmentée. Trop ancrée pour le chaos kaléidoscopique du cinquième élément. Besson voulait un héros réticent qui pouvait lever les yeux face à l'absurde qui l'entourait, puis faire une blague sèche en plein combat. Bruce Willis a dit oui, et tout a changé pour lui. Dallas est devenu non seulement soldat, mais sardonique. Chaque homme, un homme au mauvais endroit au mauvais moment. Forcé dans le destin avec Gibson. Le film aurait pu être plus sombre, plus froid, mais tout de même vraiment bien moins divertissant. Willis a donné de la légèreté, et la folie s'envola vraiment. 4. Gary Oldman n'a même pas lu le scénario. De Gary Oldman. Zo le vilain est l'une des prestations de science-fiction les plus étranges des années 1990, à moitié huileuse et démon de dessins animés. Mais voici la vérité. Oldman n'a pas passé d'audition, n'a pas imploré pour le rôle et a à peine lu le scénario. Il l'a fait par faveur. Des années plus tôt, Besson avait financé Neil de sa poche pour son premier long métrage, le début d'Oldman. Plus tard, Besson rappela Oldman et il dit oui. Plus tard, il avoua ne pas comprendre l'histoire. Pourtant, il est arrivé casqué de plastique et d'accent ridicule, improvisant une énergie étrange que nul n'aurait prévue. Il détestait le film, tandis que les fans l'adoraient. Parfois, les performances naissent sans passion ni planification. Elles naissent de dettes, de services rendus et d'un vrai talent. Oldman, même dans un rôle qui ne l'intéressait pas, livra un méchant inoubliable gravé dans nos mémoires.
Dans l'histoire du cinéma culte, 5800 femmes ont passé des essais pour le casting Lilou. Lilou était une vaste recherche mondiale. Plus de 8000 femmes ont auditionné. Certaines étaient des vedettes comme Elizabeth Berkley qui arrivait audacieuse. D'autres ont essayé des accents futuristes ou une grâce alien rigide. Aucun ne sonnait juste. Puis Mila Jovovich est entrée. Elle ne domina pas la pièce. Elle ne criait même pas pour parler plus fort, mais pour Besson, elle paraissait d'un autre monde, ni française, ni américaine, ni même terrestre. Elle avait l'air d'appartenir au futur. Il dit que c'était l'étincelle surgie parmi des milliers d'espoirs. Ils choisirent celle qui rayonnait de mystère et, avec quelques bandoulières oranges, elle devint iconique. Ce que le public n'avait pas vu, c'était que Lilou n'était pas là pour la gloire des vedettes. C'était surtout la présence. Jovovich incarnait une pureté extraterrestre et ce faisant transforma ce qui aurait été un rôle ridicule en science-fiction intemporelle. Figure 6. La diva était l'épouse du réalisateur. Dans la scène d'opéra, le public resta bouche bée devant la diva à peau bleue, Pava Laguna. Ce qu'ils n'avaient pas vu, c'était que sous le maquillage se cachait vraiment ma victoire. L'épouse de Luc Besson, grande et mystérieuse. Elle donna au rôle gravité et grâce. Mais enfin, tandis que les caméras tournaient, le cours de la vie changea. Besson tomba amoureux de Mila Jovovich, la novice. Il confia le rôle à Lilou. Ce qui avait commencé comme des leçons de langue et des notes tardives devint plus profond. À la fin du tournage, Besson quitta ma victoire et était avec Jovovich. Le chagrin était caché derrière des prothèses en mousse et des voix montantes, mais restait dans la version finale. Il y a deux femmes lumineuses, si distinctes, l'une sur scène, l'autre dans les bretelles oranges du destin. Ce que le public n'a pas vu, c'était le déplacement d'orbite privée derrière la caméra. Un réalisateur réécrivant non seulement son film, mais sa vie. 7. La langue extraterrestre. Elle est devenue vraiment une langue d'amour. La langue étrange de Liu n'était pas du charabia, elle était réelle. Besson a inventé la langue divine, un vocabulaire extraterrestre entièrement construit de plus de 400 mots. Jovovich l'a prise au sérieux, mémorisant et maîtrisant la phonétique jusqu'à ce qu'elle glisse sur sa langue avec authenticité. Bientôt leur travail commun déborda sur leur relation. Ils utilisaient le langage pour notes privées, chuchotements secrets et lettres d'amour. Personne d'autre ne pouvait lire. Ce fut leur code secret dit entre les scènes et inscrit sur les marges. Cette intimité déborda sur la performance, le discours extraterrestre de Lilou sans script. La plupart des spectateurs supposaient que c'était du n'importe quoi. En réalité, c'était l'un des éléments les plus personnels de la production. Une langue fictive, c'est bien muet en connexion très intime. Ce qui avait commencé comme construction d'univers devint une histoire d'amour caché, désormais préservée dans chaque syllabe. Lilou prononce le 8e à l'écran. Mila Jovovich s'est battue sans doublure. Quand Lilou s'engage dans ce combat, le public croit à de vrais effets spéciaux ou à un doublage sous perruque, mais ce n'était pas le cas. Jovovich a fait presque tous ses mouvements. Bien. Elle s'entraînait aux arts martiaux et au travail par câble. Une chorégraphie rapide a été déterminante pour incarner le rôle, coup de poing, saut et coup de pied pendant les prises. Elle endura des bleus, de l'épuisement et des cascades répétées jusqu'à ce que les prises paraissent authentiques. Elle voulait que Lilou saigne, tombe et se batte comme une arme véritable. Un membre de l'équipe s'en souvint. Ce que les spectateurs ne savaient pas, c'est que sa détermination la poussait dans le domaine du véritable héros d'action. Des années avant que Hollywood n'adopte des chorégraphies de combat dirigées par des femmes, le résultat fut une performance vivante, non fausse, non numérique. Jovovich n'a pas seulement incarné l'être parfait. Elle est devenue cela, sueur et acharnement. Et tout cela, et c'est pourquoi ces scènes de combat tiennent encore aujourd'hui, Chuck Norris. L'arme de Zay a presque brûlé le plateau lorsque Zorro dévoile son arme tout en un. On dirait des absurdités purement de science-fiction, mais au moins une partie était réelle. Le lance-flamme. Le service des accessoires a construit une version fonctionnelle complète avec des jets de feu réels. Pendant les tests, les flammes montèrent de trop haut, léchant le plafond. L'équipe du plateau s'affola, les extincteurs, le sifflement et la panique remplissaient le studio. Personne n'a été blessé, c'était un avertissement.
Ce film n'était pas sûr. Besson adorait ça, il voulait du danger, l'imprévisibilité, même les accessoires avaient des dents. Ce que le public ignorait, c'était que l'arme était bien plus qu'un gadget. C'était un danger, une arme pour le spectacle, mais qui portait de vraies flammes et pouvait tout détruire autour d'elle. Dans le cinquième élément, même les accessoires étaient des volatiles, brouillant la frontière entre imagination et danger. 10. Les combinaisons des extraterrestres étaient des pièges mortels. Les extraterrestres, Mondo Shahan, dans l'ouverture du film, avancent lentement. Leur corps massif remplissait le couloir du temple, mais leur allure n'était pas un choix créatif. C'était une question de survie. Chaque combinaison pesait plus de 80 livres, faite d'une mousse épaisse avec presque aucune ventilation. Les acteurs à l'intérieur vacillaient sous le poids, la chaleur augmentant à chaque seconde. À un moment, un artiste s'est effondré d'épuisement par chaleur et a dû être traîné hors de l'eau en mer, réhydraté et stabilisé. Ils ont fini. Mais ce qui ressemblait à une danse d'inspiration extraterrestre n'était en réalité que du désespoir. Pas à pas, priant de ne pas tomber. Besson voulait majesté, mais ce que le casting a vécu frôlait le brutal pour les acteurs. Ce n'était pas un spectacle SF, c'était un coup de chaleur déguisé en art. Le public n'a pas su que certains moments les plus majestueux du film furent de tourner sous la menace d'un effondrement. Si vous aimez ces secrets étranges en coulisses, allez-y, aimez et abonnez-vous, car la prochaine série de faits vous fera regarder ce fameux classique culte sous un jour tout à fait vraiment différent. 11. Ruby Rhod. Impossible de s'asseoir. Ruby Rhod est un chaos pur, imprimé léopard, énergie hurlante et un microphone. Ça ressemble à une arme, mais la partie la plus étrange n'était pas la performance, c'était le costume. Jean-Paul Gaultier a conçu les tenues de Ruby pour être extravagantes et inoubliables, mais elles étaient aussi brutalement impraticables. Un poids d'environ 50 livres pesait sur Chris Tucker, bloquant sa colonne vertébrale. Il ne pouvait ni se pencher ni s'asseoir. Il respirait à peine entre les prises. Il s'appuyait contre les murs ou restait dans les coins, transpirant sous tissu et maquillage. Pourtant, cela ne se voyait pas à l'écran. Tucker a transformé la douleur en performance, bondissant et criant d'une énergie cinétique qui définissait le film. Ce que le public n'avait pas réalisé, c'était que les mouvements de Ruby n'étaient pas que des choix de rôle. Ils étaient la survie, le chaos incarné porté par un costume qui refusait de le laisser dormir, vraiment. 12. L'explosion de la diva fut réelle en réalité lorsque la salle d'opéra explose dans le chaos. Le public croit au CGI, mais ce n'était pas le cas. Cette détonation était bel et bien réelle, une explosion à grande échelle dans une structure réelle. À l'époque, c'était la plus grande explosion intérieure. Des caméras de film ont capturé le moment sous tous les angles. Des murs s'effondrèrent, des débris tombèrent et des pompiers restèrent prêts en cas de problème. Ils n'avaient aucune chance. Pas de réinitialisation, pas de deuxième prise lorsque cela s'est déclenché. Le résultat fut un pur désordre filmique, une destruction sans faille, immortalisée sur pellicule. Ce que le public ignorait, c'est que tout le monde sur le plateau retenait son souffle ce jour-là. Une seule erreur et toute la séquence serait perdue, ou pire, dangereux. La scène d'opéra n'est pas qu'un simple spectacle. C'est un véritable témoignage des effets pratiques, le risque et la volonté de tout miser pour une seule prise inoubliable. 13. Le héros et le méchant ne rencontrent jamais Corbin, Dallas et Zoe. Bruce Willis et Gary Oldman incarnent les héros et le méchant centraux de l'histoire. Mais voici le tournant étrange. Ils ne se rencontrent jamais, pas une seule fois, même pas par accident. Leurs trajectoires décrivent des cercles autour l'un de l'autre et se répercutent dans les actions de chacun mais ne se heurtent jamais en face. Ce n'était pas un hasard, c'était le choix de Besson. Il voulait une histoire où le bien et le mal s'affrontent indirectement, où la portée du méchant compte plus que sa présence. Cela a rompu l'une des règles les plus anciennes de la narration, le duel final, et pourtant, cela a fonctionné. La tension est restée élevée, les enjeux ont semblé réels et la structure elle-même est enfin devenue malheureuse. Ce que le public ignorait, c'était que l'absence d'un affrontement rendait le film plus étrange, mais aussi plus original. Parfois, le plus puissant ennemi est celui que l'on ne voit jamais en chair et en os. 14. 6 filles en plein jour.
Les films de science-fiction cachent leurs défauts dans l'ombre. Les couloirs sont sombres. Vaisseaux et combats se déroulent dans des vides noirs. Pas ici. Besson voulait que le futur brille. Il a éclairé le cinquième élément d'une clarté aveuglante, des poursuites en taxi sous ciel bleu, fusillades, couloirs blancs et stériles, explosions contre nuages lumineux. C'était un risque énorme. Chaque costume, effet et détail devait résister à la lumière du jour. Pas d'ombre pour camoufler les erreurs, le résultat était vraiment audacieux, différent et inoubliable. Ce que le public ignorait, c'était que ce choix enfreignait l'une des règles non écrites de la science-fiction. En rendant l'avenir lumineux, Besson créa un monde vivant et vraiment sans complexe. Pas une dystopie, mais un délire très sombre et complexe dans un genre obsédé par les ombres. Le cinquième élément osa briller, et c'est pourquoi, vraiment, il continue de ne ressembler à rien d'autre. 15 princes étaient presque Ruby Rhod avant que Chris Tucker ne vole le film. Ruby Rhod était vraiment destiné à la royauté. Prince Besson imaginait ce rôle en le tenant à l'esprit, avec la voix, le basculement de genre et le charisme. L'énergie intrépide et audacieuse. Prince fut profondément intrigué. Il lut le script, apprécia le concept et déclara d'abord oui. Mais ensuite il aperçut les esquisses de costumes, la dentelle, la maille, les décolletés plongeants, les talons qui défièrent la gravité, et même Prince, réputé pour sa mode extravagante, déclara non, trop féminin. Il décida de partir, laissant Besson se démener. Chris Tucker, plus jeune et plus nerveux, a pris le dessus. Il a insufflé à Ruby les pas de Michael Jackson et vitesse folle, transformant le personnage en machine à hurler. Ce que le public n'a pas réalisé, c'est que le rôle était prévu pour quelqu'un d'autre, dans une autre chronologie. Ruby Rhod est jouée par Prince. Mais chez nous, Tucker l'a littéralement transformé en pur culte cinéma Electricity 16, bout à Cannes, adoré des fans. Lorsque le cinquième élément a été présenté au Festival de Cannes, l'accueil a été brutal. Les critiques se sont moqués, le qualifiant de superficiel. Des huées trop fortes ont résonné dans le théâtre. Ce qui était censé être le chef-d'œuvre de Luc Besson était moqué comme du néon sans sens, mais alors que les critiques le rejetaient, le public l'a embrassé. Les jeunes spectateurs citaient Ruby Rhod, obsédé profondément par les cheveux de Lilou, et rejouaient sans fin la scène d'opéra des divas. Peu à peu, les critiques mauvaises s'estompaient, mais la fanbase grossissait avec le temps qui passe. Le film n'était pas un échec, il restait un triomphe culte. Ce que le public ignorait, c'était que ce film, autrefois raillé, avait survécu grâce à la passion, pas à l'approbation. Le cinquième élément a démontré que parfois les critiques ne couronnent pas les classiques. Les fans le font. Ce qui a été hué dans les rires enregistrés est devenu adoré dans les chambres. Rembobiné sur des cassettes VHS jusqu'aux couleurs néon. 17 000 costumes. Un seul designer habille la plupart des films et remplit l'arrière-plan de robes louées. Pas ici. Besson a engagé Jean-Paul Gaultier, légende de la mode, pour habiller la galaxie. Gaultier n'a pas conçu que quelques looks, il a confectionné plus de 1000 costumes. Chaque race d'extraterrestres, chaque chauffeur et figurant avait une tenue unique. Chacun portait une tenue unique. Les agents de bord portaient des corsets en néoprène. La police vêtue comme des videurs de club d'une planète. Même les personnages entrevus quelques secondes étaient vêtus de haute couture. Ce n'était pas qu'un costume. C'était l'univers par le tissu, coudre la culture dans les silhouettes. Ce que le public ignorait, c'était que ce détail pouvait tout faire échouer. Le service des costumes, la mode comme infrastructure, un univers cousu scène par scène et cela fonctionnait d'un seul coup d'œil. À chaque image, tu savais, ce n'était pas qu'une simple science-fiction. C'était de la science-fiction, prête à tuer 18 vaisseaux spatiaux, inspirés par des pyramides. Les vaisseaux Mondo Chalen dans la séquence d'ouverture paraissent mythiques et familiers. C'était intentionnel. Besson et ses designers ont ancré les vaisseaux dans la géométrie des temples égyptiens. Des toits arrondis, des bases épaisses, des proportions tirées du soleil, des sculptures d'adoration. L'implication n'était pas subtile. Peut-être que les extraterrestres n'étaient pas venus seulement sur Terre, peut-être qu'ils étaient en les pyramides. En associant design futuriste et mythe ancien, le film a fusionné le passé spirituel avec un avenir chaotique. Ce n'était pas seulement de la technologie, c'était une religion enveloppée dans le métal.
Ce que le public ignorait, ces formes étaient des symboles secrets, un pont entre le temps et le mythe. Dans le cinquième élément, même les vaisseaux portaient une signification cachée. Ils n'étaient en haut pas de simples véhicules, mais des structures sacrées à la dérive dans l'espace. Des rappels, l'histoire de l'humanité et celle du cosmos ont peut-être toujours été liées. Des miniatures du 19e siècle, pas d'images par ordinateur. Les paysages urbains vertigineux de voitures de volantes se faufilent entre les gratte-ciel, évoquant une magie numérique. Mais en 1997, l'infographie n'était pas au niveau. À la place, l'équipe construit des maquettes, des tours détaillées, des routes et des néons. Elles furent filmées par caméra à mouvement contrôlé. La même technique mise au point par Star Wars. Puis, ils ont ajouté des effets numériques pour prolonger l'illusion. Le résultat était fluide, tangible et vivant. Ce que le public ignorait, ces villes n'étaient pas des fichiers. Elles étaient des objets physiques faits à la main avec un soin du détail. Ainsi, l'avenir du cinquième élément paraît texturé et réel. Ce n'étaient pas des pixels, mais des maquettes qu'on pouvait toucher éclairées et filmer comme des mondes miniatures. Même dans un film plein d'imagination flamboyante, l'avenir restait construit à la main, prouvant que l'artisanat d'antan pouvait rivaliser avec les rêves numériques les plus fous. 20e, un film français tourné en anglais. Bien qu'il fût financé par des studios français et dirigé par un visionnaire, le cinquième élément fut tourné entièrement en anglais et non pour le style. Pour survivre, Besson savait qu'un film aussi étrange et cher devait atteindre le monde entier. Alors il fit jouer des vedettes américaines, embaucha des équipes britanniques et tourna à Pinewood, près de Londres. À l'époque, c'était le film le plus coûteux jamais produit par la France, mais il portait clairement le langage des blockbusters. Ce que le public ne savait pas, c'était que ce choix n'était pas artistique. C'était tout à fait stratégique de parler anglais. Le film a obtenu une distribution internationale et un pouvoir d'attraction au box-office. C'était un rêve français déguisé en Hollywood. Ainsi, le cinquième élément a réussi un tour de force. Peu de films y parviennent, étant résolument français et mondiaux. Un hybride culturel enveloppé dans le chaos néon. 21, Bruce Willis avait presque quitté le tournage. Même après s'être engagé, Bruce Willis n'était pas entièrement convaincu. Le scénario était chaotique, le costume était sauvage et le ton. Contrairement à n'importe quel blockbuster qu'il avait tourné, la tension sur le plateau éclatait entre Willis et Besson et la star était frustrée par de longues heures et une direction hors norme. À un moment, il voulut quitter le projet, mais Besson le retint, en faisant valoir que seul Willis pouvait équilibrer l'absurdité par un humour bien posé. Le pari à payer, Willis, son esprit sec, son charme las, et sa livraison exaspérée devint l'encre du film. Ce que le public ignorait, c'était que cinquième élément avait failli perdre sa vedette. Sans Willis, Dallas aurait été bougon, joué franchement, sans détour. Avec lui, il est devenu un héros réticent et blagueur, et cet équilibre est ce qui rend vraiment la folie du film digeste, le chaos ancré par un seul chauffeur de taxi épuisé. La voix de Chris Tucker a failli faire éclater les ingénieurs du son. La voix de Ruby Rhod n'était pas seulement forte, elle était assourdissante sur le plateau. Les cris de Tucker étaient aussi aigus que l'équipe du son avait du mal à les enregistrer clairement. Son improvisé, des micros saturés et des enregistrements distordus obligèrent les ingénieurs à rééquilibrer les pistes. Certaines prises furent inutilisables car l'audio claquait tout simplement au-delà de toute réparation. Besson invita Tucker à aller plus loin, affirmant que le chaos sonore de Ruby faisait partie du spectacle. Ce que le public ignorait, c'est que le service du son travaillait tard pour maîtriser la performance sans briser son énergie maniaque. Ruby n'était pas seulement flamboyant. Il dominait par sa voix un personnage si fort. Il a presque cassé les bases techniques du film et la voix de Tucker est iconique. Un cri que les fans citent encore aujourd'hui. Que les ingénieurs aient à peine survécu au processus d'enregistrement n'en ajoute vraiment qu'à la folie de sa performance inoubliable. Fait bonus, Multipass est devenu l'immortalité numérique. Cela n'était pas censé devenir un slogan, juste une réplique jetable prononcée par Jovovich dans un anglais cassé, Lilou Dallas Multipass. Mais
Il est resté gravé. Le public l'a répété, cité, et en a fait un mème avant que les mèmes existent, et cela a traversé les années. Le mot s'est depuis apparu dans des jeux vidéo comme Borderlands et Cyberpunk 2077 Sly Wings pour les fans qui s'en souviennent. Ce que le public ignorait, c'était à quel point cela s'était infiltré dans la culture pop au quotidien. Une ligne mal prononcée et répétée est devenue la référence du film. Tellement étrange, drôle, trop inoubliable pour être ignoré. Multipass vit comme dialogue, mais aussi comme héritage numérique, prouvant que parfois les petits moments deviennent les échos les plus forts. Le cinquième élément n'était pas net. Il n'était pas sûr. Il était trop lumineux, trop français, trop étrange. Les critiques ne savaient pas quoi en faire, mais les fans le savaient. Ils s'accrochaient au chaos, ils rembobinaient l'opéra, mémorisaient les répliques et bâtissaient un culte autour de sa folie néon. Ce qui avait commencé comme l'évasion d'un adolescent solitaire devint une fièvre mondiale, un rêve cousu de mode et de feu.